On va s'intéresser dans cette vidéo au changement d'état et je vais plus particulièrement me concentrer sur la vaporisation. Avant cela, je vous rappelle que si on trace le diagramme P en fonction de la température pour un corps pur sous ces trois états, eh bien, on a un point triple, effectivement, qui distingue une courbe dite de vaporisation comme celle-ci. Je vais prendre le cas de l'eau avec une courbe de solidification qui est comme celle-ci et qui est décroissante, et une courbe de sublimation qui est comme celle-ci. Où on a ici le solide, là le gaz, et enfin ici le liquide. Je vous rappelle que la courbe de vaporisation, elle a une borne aux hautes températures qui est le point critique qui nous permet qui ne nous permet plus de faire la distinction entre l'état fluide gaz et l'état fluide liquide. Donc là, on a le domaine du fluide critique comme ceci. Et qu'en pratique, cette courbe, elle se referme un petit peu plus haut ici, mais on n'ira jamais jusqu'à ces très très hautes pressions. Donc forcément, je vais placer dans la situation où, ici par exemple, à température donnée, je pars de l'état liquide et là, on baisse la pression et on a le changement d'état qui s'opère, et une fois qu'on a vaporisé, on est intégralement dans le domaine du gaz. Quand on arrive sur la courbe de vaporisation, le palier de température correspond à un palier de pression, ça c'est très très important, je vous le rappelle, hein, ou réciproquement, un palier de pression implique un palier de température. Si bien que quand on se place dans le diagramme de Clapeyron, P en fonction du volume, et plus particulièrement ici du volume massique, on obtient ce qu'on appelle une courbe de saturation, donc une courbe en cloche, avec le point critique au sommet, le mélange liquide plus gaz sous la courbe à gauche, le liquide, et ici le gaz ou la vapeur. Je ne vais pas reprendre la distinction de vocabulaire. On va se placer donc ici, dans l'état 100% liquide au départ, et on va envisager une transformation qui vise effectivement à réaliser une vaporisation. Donc on a bien ici une pression de vapeur saturante qui est donnée, Pvap ou Psat, à une température donnée, et si la température change, notamment si elle augmente, je vais avoir une pression plus importante. On va à chaque fois partir de l'état de liquide saturant ici, hein. On ne va pas envisager le point de départ ici, on est sur cette courbe et on reste sur cette courbe où on peut avoir ici de 0% de vapeur à 100% de vapeur. 0% de vapeur ici et 100% de vapeur là. Ça c'est le premier point. Chose particulièrement importante, puisqu'il n'y a pas de variation de température et qu'en toute logique, la transformation qui vise à vaporiser nécessite un apport d'énergie, puisqu'il faut rompre des liaisons intermoléculaires, on se retrouve confronté à un souci, à savoir que si on applique la formule que l'on connaît, à savoir que delta U égale CV delta T, étant donné que la température est constante, on aboutirait au fait que delta U est égal à 0. Or, il y a vraisemblablement une modification de structure. Donc attention à ça, c'est très très important. Dans le cas du changement d'état, la formule delta U égale CV delta T ne fonctionne pas. Ça ne marche que pour les corps monophasés, modélisés simplement, notamment dans le cas du modèle du gaz parfait, dans le cas de la phase condensée à volume constant. Donc dans le cas du changement d'état, il va y avoir effectivement une nuance. Alors la nuance, on va l'apporter dans un premier temps en considérant qu'à température donnée, il y a un palier de pression, donc c'est forcément isobar. Et si c'est isobar, c'est nécessairement, comme on l'a vu, l'enthalpie qui correspond au transfert thermique nécessaire. Et donc, ce qui va nous permettre d'introduire une grandeur que l'on appelle la chaleur latente de vaporisation ou encore l'enthalpie de vaporisation,
qui correspond à l'énergie nécessaire pour vaporiser 1 kg d'eau 100% liquide au départ. On peut faire une vaporisation partielle en s'arrêtant ici, à savoir en obtenant un état intermédiaire de fraction molaire, de fraction massique donnée. Et dans ce cas-là, on a delta H qui vaut XVAP fois M fois LVAP, où M est la masse totale à vaporiser. Et donc, on retrouve le fait que si on fait une vaporisation totale, XVAP vaut alors 1, et donc on obtient la formule précédente. Donc, il faut bien faire attention à ça. Dans le cas d'un changement d'état à température donnée ou à pression donnée, c'est la formule avec l'enthalpie qu'il faut impérativement utiliser, parce que ce qui caractérise les transferts énergétiques à pression donnée, c'est la grandeur enthalpie et non pas la grandeur énergie interne. Ainsi, si on veut obtenir l'énergie interne, eh bien, il faut reprendre le premier principe, à savoir que delta U, c'est W plus Q. Q est donné par delta H. Et W, comme c'est isobar, à la pression de vapeur saturante, eh bien, on a alors W qui vaut alors moins P vap fois la variation de volume. Et il est clair que si on a une détente, on part d'un tout petit volume ici parce que c'est du liquide, on enrichit en gaz, donc le volume croît énormément, donc delta V est notable. Ce qui fait qu'il y a quand même une différence entre delta U et delta H. Ça, c'est particulièrement important. Alors, je ne vais pas tout détailler. Je vous renvoie effectivement au complément de cours, et notamment au fait qu'on peut déterminer la fraction en vapeur saturante en utilisant les enthalpies massiques du liquide et les enthalpies massiques de la vapeur saturante, de manière à écrire un théorème des moments avec ces grandeurs. Donc il n'y a pas de souci, au même titre de ce que l'on avait vu avec les volumes massiques. Il n'y a pas de problème. Maintenant, que se passe-t-il si vous envisagez de faire une transformation isocore? Ben oui, parce que c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien prendre une bouteille avec son bouchon, vous la remplissez intégralement, par exemple avec de l'eau liquide, et puis admettons que les parois soient perméables, et vous chauffez. Donc vous allez nécessairement avoir un transfert thermique. Vous allez avoir un transfert thermique, et si vous étiez dans le cas de liquide saturant, il est tout à fait possible que vous obteniez effectivement un changement d'état. Je vais même un peu plus compliquer la donne. En réalité, je vais prendre dans mon récipient une situation où j'ai du liquide et de la vapeur. Ça va être un petit peu plus général. Et donc, ça veut dire que si j'ai équilibre liquide-vapeur, obligatoirement, je suis sous la courbe de saturation. Par exemple, ici. Voilà. Donc les proportions de volume ici, ça c'est un exercice qu'on a déjà fait, eh bien nous permettent de retrouver la valeur de XVAP, puisque ici, si je connais la masse totale indiquée, j'ai le volume massique. Pour le mélange, je peux avoir le volume massique du liquide, le volume massique de la vapeur, et avec le théorème du moment, je trouve XVAP, il n'y a pas de souci. Je chauffe, mais attention, si j'ai une transformation isocore, j'ai delta U qui vaut Q, puisque W vaut 0. Donc j'ai un transfert thermique, Q, qui s'opère. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que je vais avoir une modification de température? La réponse est oui, parce que si c'est isocore, ça veut dire que V est constant, comme le système est fermé, la max est constante, donc le volume massique, petit v, est également constant. Donc nécessairement, je suis obligé de me déplacer sur un segment qui est vertical. Donc si je me déplace sur un segment vertical, je vois que je change obligatoirement de pression. Donc, comme je suis sous la courbe de saturation,
je change obligatoirement de température. Donc attention, dans ce cas-là, il n'y aura pas palier de température et palier de pression. En fait, je me déplace dans le diagramme PT. Là, j'ai le point triple. Là, j'ai le point critique. Ce qui va se passer, c'est qu'en chauffant, là, on va le voir en fait, en chauffant, on monte en température. Je suis ici et je suis la courbe de saturation en réalité. Hein. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on a delta U qui vaut Q. Le calcul de delta U est pas simple, hein, parce que, en fait, admettons que j'obtienne ici le XVAP dans l'état final, connaissant le XVAP dans l'état initial, bah, comment est-ce que je peux faire pour déterminer le nouveau XVAP ou comment je peux faire pour déterminer le transfert thermique correspondant? Eh bien, l'idée, elle est assez simple. Mais pas forcément très intuitive. Elle consiste à dire que le transfert thermique qui est nécessaire pour passer de l'état initial à l'état final, il vaut effectivement delta U. Or, U est une fonction d'état, donc ne dépend que de l'état final et de l'état initial, quel que soit le chemin qu'on adopte. Soit le chemin vert ici, mais je peux très bien prendre un chemin qui est celui-ci. Alors là, qu'est-ce que je vois? Je vais appeler ce point IL, je vais appeler ce point L' et là le point F. Donc Q, normalement, c'est delta U pour aller de I à F, pour l'isocore. Mais je peux écrire que c'est delta U pour aller de I à L, plus le delta U pour aller de L à L', plus le delta U pour aller de L' à F. Or, de I à L comme de L' à F, bah, je suis sur une isobare. Donc je reviens sur ce que j'avais tout à l'heure. Dans ce cas-là, j'ai le Q correspondant qui vaut delta H. Et le delta U correspondant, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est delta H. Donc Q plus W, à savoir moins Pvap fois delta V. Avec le volume qui est lequel ici, bah, le volume en question, et puis le volume de L, pour cette partie-là. Attention, attention, de I à L, vous avez non pas une vaporisation, mais une liquéfaction. Or, la chaleur latente de liquéfaction, c'est l'opposé de la chaleur latente de vaporisation, donc c'est pas très très compliqué, il y a juste un signe moins à changer. De L' à F, eh bien, on a effectivement un changement d'état isobare. Donc, on reprend effectivement également ceci avec cette fois-ci une vaporisation. Et puis, bah, on trouve le nouveau XVAP qui est là. Sur cette partie-là, de L à L', bah, vous avez 100% de liquide. Une phase condensée. Et ben dans ce cas-là, on sait que le delta U, c'est la capacité thermique du liquide, facteur de la température finale, donc T', moins la température initiale, T, effectivement. Donc c'est tout à fait possible. Bon, l'intérêt ici, c'est de bien vous faire comprendre deux choses. C'est que d'une part, si vous opérez de manière isobare sous la courbe de saturation, ça ne se traite pas de la même manière que si vous opérez de manière isocore. Effectivement. Je n'envisage pas une transformation adiabatique parce que dans le cas où vous avez une transformation adiabatique, si vous voulez avoir un changement d'état, il faut nécessairement un travail mécanique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait en exercice éventuellement. Donc attention à ça, il faut bien distinguer si vous faites un changement d'état isobare ou un changement d'état isocore. Première chose. Et ensuite, bien éliminer de sa tête cette formule, hein, delta U égale CV delta T, ça ne marche que pour les gaz monophasés, donc seuls, ou les liquides seuls, mais pas pour les mélanges liquide-vapeur. Faites bien attention à cela.